Bonjour et bienvenue dans cette parenthèse gourmande, 15 minutes de culture gastronomique. Cette parenthèse culturelle a été créée pour enrichir les connaissances, replacer dans un examen, un concours ou pourquoi pas un dîner mondain. Allez, aujourd'hui, on est parti avec Michel Guérard, les rillettes, la cuillère, la chantilly et le Saint-Honoré. Alors, on va commencer avec Michel Guérard. Alors, Michel Guérard est né en 1933 à Vétheuil dans une famille de bouchers éleveurs. C'est en observant sa grand-mère qui tournait une pâte feuilletée qu'il décide de devenir le magicien en maison de cuisine. Cette dernière jouera un rôle important dans son éducation. En fin de classe de seconde, les parents de Michel Guérard lui demandent de choisir un métier. À l'époque, le jeune homme hésitait entre prêtre, évêque, comédien, médecin et, pour notre grand bonheur, cuisinier. Tout un programme qu'il entame par un an d'apprentissage chez Kléber à Lix, un pâtissier traiteur à Mantes. En 1956, un service militaire accompli, il devient chef pâtissier au Crillon, qui est un célèbre palace parisien. En 1958, il devient mof en pâtisserie à l'âge de 25 ans et va intégrer le Lido. Chaque soir, il faut produire environ 600 repas. À la demande des propriétaires du Lido, Michel Guérard s'amuse en réalisant des plats peu ordinaires comme des ailerons de poulet au concombre glacés au sucre ou des repas à l'envers, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par le dessert. Il dira: c'est ce genre de défi qui m'a permis d'oser plus tard. Puis, il va partir au Camélia à Bougival où il seconde Jean Delaverme qui l'initie au secret d'une cuisine frondeuse et originale. En 1965, il devient le chef propriétaire du bistrot Le Pot-au-Feu à Asnières où ses confrères et amis viennent l'encourager. Paul Bocuse, les frères Trois-Gros, Roger Berger, Raymond Olivier, Alain Chapelle et entre autres. Dans les années 70, il accompagne Régine dans le montage de son restaurant le Regine Sky, puis c'est Regines de Paris et New York. Au pot-au-feu, il fait un tabac, fait sa révolution et invente la nouvelle cuisine. Terminer les sauces qui masquent le goût du produit, place à la légèreté, au respect des textures, des saveurs et aux produits de saison. Michel Guérard va insuffler à la gastronomie française un vent de légèreté. La cuisine devient naturelle et créative, en phase avec les codes de la société contemporaine qui aspire à une cuisine minceur et gourmande. Fin 1972, Michel Guérard se rend pour la première fois à Eugénie-les-Bains. Il va rencontrer Christine Barthélémy, qui est l'héritière de la chaîne thermale du Soleil, et ça va être déterminant. Elle va devenir la femme de sa vie et en 1974, ils vont s'installer auprès d'Eugénie à la station thermale d'Eugénie-les-Bains. Michel Guérard y développe le concept de cuisine minceur santé. Le groupe Findus et le groupe Nestlé vont l'engager en qualité de consultant. Au restaurant, les clients vont venir découvrir cette nouvelle cuisine où les menus allégés n'enlèvent rien du tout à la gourmandise. En 1976, c'est la publication du livre La grande cuisine minceur. Avec ce livre, Michel Guérard veut fendre l'alimentation plus saine, mais tout aussi savoureuse. Il dit: j'aimerais que tous les cuisiniers aient des notions de diététique, ça leur permettrait d'être plus à l'aise. Mais de la même manière, j'aimerais que les médecins aient des notions de diététique, surtout ceux qui prescrivent des régimes. Le livre de la grande cuisine minceur a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires et traduit en 13 langues. Cela a définitivement changé les rapports entre la santé, la nutrition et la gastronomie. Les étoiles vont se succéder et en 1977, la troisième va venir couronner l'ensemble du travail de Michel Guérard et de Christine. Poussés par le vent du succès, ils vont retaper une auberge du XVIIIe siècle au cœur du village d'Eugénie-les-Bains, la ferme aux Grives. Ils en font un lieu de bien-être où la cuisine est une vraie révolution dans le monde du thermalisme.
En 2013, Michel Guérard crée l'Institut Michel Guérard, la première école de formation en cuisine et pâtisserie de santé. Et ce sont des formations d'1 ou 2 semaines où un cuisinier expérimenté peut apprendre énormément. Allez, je vous dis juste 3 plats phares du Pré de Génie. Alors, on parle de l'oreiller moelleux de mousseron, morille et petite girole. Le homard rôti légèrement, fumé à la cheminée et l'endive douce amère, confite au lait de coco. Ça a l'air délicieux. Et 3 millefeuilles craquantes d'une bouchée, 3 coulis coulants. On va continuer maintenant avec les rillettes. Alors, les premières mentions de rillettes, alors appelées rilles, rillets ou rillettes, se trouvent dans les textes du Moyen-Âge. Le mot reille désigne une planche ou une réglette et les premières rillettes n'étaient alors que des morceaux de porc coupés en fines bandes. C'est la première apparition acceptée de cette préparation. En 1749, Urbain Lefebvre, un Tourangeau envoyé comme missionnaire en Chine, demande dans une lettre d'au revoir à sa mère de remercier pour lui ses amis qu'il avait hébergés durant son séjour dans la ville en leur offrant une bonne potée de rillettes. Quelques années plus tard, c'est Honoré de Balzac, qui est né à Tours, qui vante les vertus de ce produit local dans le Lys de la Vallée, en les désignant comme une brune confiture, qui faisait l'élément principal du repas que nous faisions en milieu de la journée, entre le déjeuner du matin et le dîner de la maison. Les rillettes sont fabriquées à partir de viande de porc, cuite dans du gras de porc, mais aussi à partir d'oie ou de canard, de poulet, voire de poisson ou de crustacés. Ça va nécessiter une cuisson lente de plusieurs heures. La viande sélectionnée doit être goûteuse et mature pour bien supporter la cuisson longue des rillettes. Certains fabricants ajoutent uniquement du sel et du poivre à la viande, d'autres utilisent de subtils mélanges d'épices, d'aromates et de condiments. On laisse ensuite refroidir le résultat obtenu afin d'obtenir cette pâte onctueuse et savoureuse qu'on nomme rillette. Alors, on parle rillette de Tours, rillette de Mans. Alors, la différence de fond, il y en a une, en effet, la rillette de Tours se cuit sans couvercle et la rillette du Mans se cuit avec son couvercle à l'étouffer. Le résultat, c'est que la rillette du Mans est confinée dans son faitout, elle va s'effilocher beaucoup plus et garde toute la graisse. Conséquence, on trouve de jolis petits morceaux dans la rillette de Tours, alors que la rillette du Mans forme une texture qui va être plus homogène et la rillette de Tours est moins grasse. Par ailleurs, la rillette de Tours est un peu plus colorée, un peu plus brune que celle du Mans, grâce à l'utilisation de l'arôme patrelle, qui est c'est du jus d'oignon brûlé. En 2013, les rillettes de Tours obtiennent l'IGP, donc c'est une indication géographique protégée, et les Tourangeaux sont toujours les seuls détenteurs de cette précieuse appellation. Cependant, nombreux sont les amateurs de rillettes à penser immédiatement à la fameuse rillette du Mans, quand ils vont évoquer le mets de rillette. Alors, la Touraine peut évidemment revendiquer la paternité de ces véritables rillettes, mais c'est la ville du Mans qui fait gagner en célébrité le produit. Et la raison de cette popularité est simple. En 1900, un couple d'artisans charcutiers sartois, qui sont Albert et Blanche L'Huissier, a la bonne idée de profiter de la mise en place d'une ligne de chemin de fer entre Le Mans et Paris pour monter un petit stand de tartines du rillette du Mans sur le quai de la gare. Un encas qui va être sur le pouce et qui va permettre aux cheminots de découvrir cette savoureuse préparation et d'en ramener à Paris. Aujourd'hui, la production sartoise est largement supérieure à celle de la Touraine, mais la dernière région, donc la Touraine, est à l'origine du produit. Allez, on poursuit avec ce magnifique objet qui est la cuillère. La cuillère vient du latin cochlearium, qui signifie escargot, car à l'origine, la cuillère, dont l'extrémité était pointue,
servait à dénicher les escargots dans leurs coquilles ou à manger des huîtres. La cuillère ou cuillère, avec un E à la fin, est un ustensile de table composé d'un manche ou tige et d'une partie creuse qui s'appelle le cuilleron. Ça va être destiné à puiser les aliments liquides ou peu consistants. Les couverts, sont l'un des plus vieux ustensiles de cuisine de la planète. Cela n'est pas particulièrement surprenant si l'on considère que les hommes ont besoin de nourriture, ils ont aussi besoin de quelque chose pour la prendre. À la différence des couteaux et des fourchettes, qui n'étaient généralement nécessaires de façonner, les cuillères naturelles étaient utilisées en utilisant des objets comme des coquillages ou des pierres. Bien sûr, les premières cuillères naturelles n'avaient pas encore de manche, mais il est évident que la première cuillère était née. Il n'existe pas de date exacte pour l'invention de la cuillère, sous-entendu invention comme on peut le dire. Il s'agit bien sûr d'ajouter un manche fabriqué à l'aide d'os d'animaux. On retrouve dans les fouilles archéologiques des preuves que les cuillères à manche étaient déjà utilisées à des fins religieuses en Égypte antique. Fabriquées à partir de matériaux tels que l'ivoire, le bois, le silex et l'ardoise, les cuillères étaient recouvertes de décorations ornées et de hiéroglyphes. En matière de consommation alimentaire, le matériau le plus utilisé à l'époque était le bois, évidemment, parce qu'il y en avait énormément, et de son faible coût aussi. Cependant, pendant les empires grecs et romains, les cuillères en bronze et en argent étaient monnaie courante parmi les riches. Cela est resté vrai jusqu'au Moyen Âge. Les cuillères à l'époque n'étaient pas simplement utilisées pour manger, mais aussi dans les cérémonies ornementales et pour démontrer la richesse et le pouvoir. À la cour de Louis XIV, on mangeait encore souvent avec les doigts et chaque convive puisait dans le plat avec sa cuillère pour prendre uniquement du potage. À la Renaissance et pendant la période baroque, les cuillères sont décorées de têtes d'hommes, d'animaux, de créatures mythologiques et de blasons. Alors là, vous pouvez retrouver sur cette slide différentes cuillères que j'ai pu retrouver en photo. Donc, vous avez la cuillère ici Napoléon, vous voyez, qui est tout en nacre, Napoléon III. Vous avez également une cuillère à riz, une cuillère à kiwi. Vous voyez que c'est tout dentelé, exactement aussi comme le pamplemousse. Mais là, le pamplemousse, elle va vraiment avoir une forme différente. Une cuillère aussi à absinthe, on met le sucre et puis on faisait couler l'absinthe dessus. On a une cuillère à salade, salade de fruits, et puis la cuillère à riz. On a aussi cette cuillère qui a été inventée il n'y a pas très longtemps, qui est un ustensile. En fait, c'est une georgette, qui est une cuillère, une fourchette et un couteau à la fois. Alors, on continue avec la chantilly. Donc, la crème chantilly est une crème fouettée, souvent sucrée et parfois aromatisée. Elle est magnifique à regarder, c'est un peu comme une robe de mariée. Elle est vraiment très douce à déguster. On l'a dit, inventée par François Vatel, qui était maître d'hôtel au château de Chantilly, mais elle peut être aussi apparemment rendue célèbre par Madame de Sévigné. Cette crème gourmande a connu un succès. Elle était déjà connue dans le XVIe siècle sous le joli nom de neige de lait. Alors, pourquoi le nom de crème de Chantilly? À l'époque, on la parfume de 1000 façons avec de l'eau de fleur d'oranger ou de rose et on la raffermit avec des blancs d'œufs battus. Alors ça, c'était une idée de nos amis anglais. Mais alors, pourquoi ce nom de Chantilly? C'est parce que le mythe se mêle à la réalité. C'est bien au château de Chantilly, qui appartenait au prince de Condé, que la crème a acquéri ce célèbre patronyme. La fête est donnée en 1722 en l'honneur du dauphin futur Louis XV. Ce serait un illustre glacier parisien qui s'appelle Procope, fils du fondateur du luxueux restaurant du même nom, qui aurait mis au point la recette de la neige de lait revisitée avec force, sucre, fleurs d'oranger et citron râpé. Il la transforma ensuite en une délicieuse glace, donc la crème chantilly, telle que nous la connaissons, a ensuite connu bien des versions. Elle n'apparaît officiellement qu'aux alentours de 1820. Aujourd'hui, on n'y met plus de blanc d'œuf, mais on y glisse parfois 1 ou 2 cuillères de mascarpone pour garantir une meilleure tenue et de la vanille pour la parfumer.
Alors, où on peut déguster la meilleure crème chantilly de France? Alors, il paraît qu'il y a un endroit incontournable, c'est au goûter champêtre qui est situé justement dans le parc du château de Chantilly. Le chef Jean-Michel Dudas offre un saut dans le temps en réalisant la célèbre crème selon la recette traditionnelle, c'est-à-dire à base de crème crue. Et on termine avec le Saint-Honoré, qui doit son nom au saint patron des boulangers-pâtissiers, a été inventé vers 1850 chez Chibouste, qui était la plus célèbre pâtisserie parisienne de l'époque, donc qui était rue Saint-Honoré. Il est l'œuvre du jeune chef pâtissier de la maison, Auguste Julien, qui le conçut d'abord comme une grosse brioche fourrée de crème pâtissière. Quand il fonda sa propre pâtisserie, Julien eut l'idée d'utiliser un fond de pâte brisé, qui est aujourd'hui normalement une pâte feuilletée pour le Saint-Honoré, et de dresser des boules de pâte de hachou qui étaient en fait moins spongieuses que la brioche. Donc, ça permettait en fait d'avoir quelque chose de moins détrempé. Et il l'a garni en fait de crème chibouste. Donc, la crème chibouste, c'est quoi? C'est un mélange de crème pâtissière et de meringue italienne. C'est vraiment délicieux. Les choux sont fixés par du caramel sur la base de pâte et le tout est glacé. Donc, le Saint-Honoré est devenu un dessert incontournable de la pâtisserie française au même titre que le Paris-Brest ou le millefeuille. Et les grands chefs pâtissiers le revisitent régulièrement et laissent exprimer leur palette artistique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ce moment que vous nous avez accordé, pour cette pause qui est terminée maintenant. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Je vous dis à très vite, au 14 février. Avec en thème, on parlera thème le Ritz, l'origine du mot cocktail, la chandeleur, la vanille et le Perrier. Merci à vous, au revoir.